l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on réécoute les mots de Gérald Darmanin qui a persisté et signé tout à l'heure lors d'un micro tendu, ce qu'on appelle micro tendu. Le ministre était en déplacement et les journalistes évidemment lui ont posé cette question autour de cette phrase: être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance. Qu'a dit exactement Gérald Darmanin avant que nous en parlions avec Jules Torres et Paul Melun? Moi, je pense qu'on n'est pas français par hasard et que le droit du sol, qui a apporté beaucoup à notre pays, aujourd'hui connaît ses limites, me semble-t-il. Accéder à la nationalité, ça va être un effort lorsque ses parents ne sont pas français. Comment on devient français? C'est un très beau débat national. Je pense que c'est une question profonde et une immense majorité, me semble-t-il, des Français, je crois, sont d'accord avec l'idée qu'il y a une sorte de volonté à devenir français et pas d'automatisme à devenir français. Voilà Gérald Darmanin qui demande un débat public sur le droit du sol en France. Après le vote, en tout cas, qui a été fait sur Mayotte. Bon, donc évidemment, ça a déclenché pas mal de réactions, de commentaires. Évidemment, tohu-bohu. Tohu-bohu, c'est joliment dit, tohu-bohu. À gauche, ça c'est sûr, bon voilà, c'est pas une surprise. Ça, oui. Et à bloc droite, central, ça le crée un peu de complexité. Voilà, c'est ça, ça met déjà, un petit malaise. quand Gérald Darmanin avait évoqué la question du droit du sol à l'époque seulement sur le dossier de Mayotte, quand il était à l'époque ministre de l'Intérieur, ça avait déjà poussé un certain nombre de personnalités à pousser des cris d'orfraie expliquant qu'on revenait sur une tradition multiséculaire, française, d'accueil, humaniste, etc. En fait, il ne faut pas se bercer de mots. La différence entre le droit du sol et le droit du sang, c'est une différence de volonté politique. C'est-à-dire que si vous défendez le droit du sang, ça veut dire que vous êtes un pays d'émigration. Et si vous défendez le droit du sol, ça veut dire que vous êtes un pays d'immigration et que vous souhaitez avoir plus d'immigration. Dans notre histoire, il y a eu un certain nombre de pays qui se sont construits comme ça. Le Canada, les États-Unis d'Amérique. Dès lors que les colons sont arrivés en Amérique du Nord, eh bien, ils ont voulu de l'immigration. Donc, ils ont fait le droit du sol, disant tous ceux qui arrivent, on va en faire des Américains, on va en faire des Canadiens, etc. C'est pas la même chose en France, qui est une vieille nation, qui a été par certains moments de son histoire une terre d'émigration, notamment de travail, où les Français, eux, quittaient la France pour travailler. Aujourd'hui, c'est arrivé au 19e siècle, notamment, dans le cadre de la révolution industrielle. Certains travaillaient, mais très proches, en Allemagne, notamment, en Italie, en Belgique. Des émigrations massives. Mais c'était de l'émigration de travailleurs. Mais la tradition française aujourd'hui, c'est que la France n'est plus, en tout cas, une bonne partie des Français ne veulent pas que ce soit... Bon, mais parce que vous savez, dès qu'on parle d'histoire ou de philosophie, il décroche, mais après il va réagir. Dès qu'on parle d'immigration, vous dites n'importe quoi. C'est compliqué pour Jules Torres, vous savez, c'était pas le meilleur en classe en histoire. Ah non, en histoire, j'étais excellent. J'ai eu 19 au bac. Je le taquine. C'est un contradicteur de haut niveau. Non, blague à part, je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent plus être une terre d'immigration. Et que, dès lors, il faut faire changer notre droit et il faut le repenser. Donc, le droit du sol doit être repensé. Déjà, on est dans un droit du sol un peu particulier. Le droit du sol n'est pas automatique. Il faut attendre la majorité, etc. Mais on peut le réduire davantage. Et c'est pour ça que je pense que Darmanin a raison. Franchement, j'entends ça depuis des... Non, pas ça exactement. Il faut changer les choses, il faut changer la loi. Je peux vous citer une liste bien sûr. de choses et rien ne bouge. Et rien ne bougera facilement. Pardon, mais changer une loi, ça prend énormément de temps. Temps. Pardonnez-moi Pascal, mais surtout le droit du sol qui est constitutionnel. C'est-à-dire que la loi qui a été votée cette semaine sur la restriction du droit du sol à Mayotte, c'est une restriction, c'est pas du tout une abrogation. Oui. Et en effet, il y a ce sujet-là, et moi, évidemment, je trouve que Gérald Darmanin a raison de nous dire qu'il faut l'étendre à la question de l'ensemble du territoire français. Bruno Retailleau l'a déjà fait. François Bayrou, contrairement à ce qu'on a pu dire, il l'avait dit lors de son discours de politique générale qu'il fallait l'étendre parce que quand il y a 30 familles, quand il y a une famille dans un village, un village pyrénéen ou cévenol, eh bien, on arrive à les accueillir. Quand c'est 30 familles, c'est de plus en plus compliqué. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Actuellement, avec l'Assemblée nationale que nous avons, nous ne l'avons pas. Pourquoi? Parce qu'on a une classe politique qui est déconnectée des attentes des Français. Vous voyez bien dans le bloc central, il y a une division sur cette question du droit du sol. À gauche, les membres du Parti Socialiste, du Nouveau Front Populaire, ils sont complètement opposés. Vous savez combien de Français sont pour l'abrogation du droit du sol à l'ensemble du territoire? 65% des Français. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 65% des ministres qui y sont favorables? La réponse est non. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 65% de notre Assemblée? Non. Pourquoi? Parce qu'on a une majorité à l'Assemblée, Jules. Non, c'est pas vrai. Vous additionnez le RN, LR et le bloc central. Justement, vous n'êtes pas sûr d'avoir une majorité, Paul. C'est bien tout là le problème, c'est que cette majorité
pas. Et c'est l'échec d'Emmanuel Macron à la fin. C'est que en même temps, il n'a aucun sens. C'est que le en même temps qui a été théorisé et créé par Emmanuel Macron en 2017, il n'existe plus. Et on voit bien avec ces débats sur l'immigration, ces débats sur la sécurité et sur le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron sur ces questions-là, je pense que si ce n'est plus possible. Qui revenait sur le droit du sol aujourd'hui à l'Assemblée nationale, porté par Bruno Retailleau, il pourrait être voté par LR, par le RN, mais vous blaguez, on va dire 80% du bloc macroniste. Mais la loi immigration de Gérald Darmanin en décembre 2023, il a fallu aller en commission mixte paritaire. Elle est passée, mais à quel prix? Alors c'est ce que je dis. Elle est passée, mais à quel prix? Il a fallu l'envoyer. Il a fallu l'envoyer devant le Conseil constitutionnel. Donc ne me dites pas. Je suis sûr que ça passerait. Et de toute façon, sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres, moi je prends le référendum. Je pense d'ailleurs que le président va bientôt s'exprimer à ce sujet-là, au sujet du référendum ou des référendats, comme il dit. Mais que redonner le pouvoir au peuple sur cette question-là, ça pourrait être intéressant aussi. De toute façon, on peut pas rester dans l'immobilisme, même jusqu'à 2027, ça fera trop tard. Donc il faut agir maintenant. Si François Bayrou a vocation à ouvrir cette boîte de Pandore, il a dit qu'il n'était pas fermé à un débat sur l'identité nationale, etc. Moi, ça me réjouit et ça va dans le bon sens. Sinon, on fait toujours, on joue Cassandre, on fait oiseau de mauvais augure et rien n'avance. Voilà. Qui a 73 ans, qui a 40 ans de vie politique, qui est agrégé de lettres classiques, et il a besoin qu'on ait enfin. Non mais c'est pas un défaut, mais il a besoin de redéfinir ce que c'est l'identité française. Non, pas lui, mais la France. Il y a un certain Nicolas Sarkozy qui en a fait un débat sur l'identité nationale. C'était pas inintéressant d'en parler. À l'époque, on avait entendu pique-pendre, notamment de la gauche d'ailleurs, là-dessus. Mais Paul, que de temps perdu. Les Français, ils ont envie qu'on en parle. Les Français, ils savent très bien ce que c'est l'identité française. Ils savent très bien quelles sont les valeurs qu'ils défendent au quotidien. Le sujet, et c'est cette classe politique qui ne veut pas prendre des mesures fortes et réformer ce pays-là, et on nous perd dans des débats sur l'identité française, alors que les Français, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change, on fait des référendums. Qui change? On change déjà, on change notre classe politique, puisque visiblement on peut pas faire grand-chose. On change cette Assemblée nationale, cette Assemblée nationale où on sait qu'on ne pourra rien faire, et puis on adopte des vraies politiques. C'est la volonté du peuple, la composition de cette Assemblée nationale. Vous vous souvenez, c'est vrai, on a le droit d'être en désaccord également. Il n'y a pas de culture française, exactement. Quand on a un président de la République qui nous dit ça. Comment ça, on n'a pas de culture française? C'est pas ce qu'il a dit de plus brillant dans sa carrière. Non, ça c'est sûr. Vous n'allez pas réussir à nous le défendre, là. Non, mais on peut pas dire ça. Bien sûr qu'il y a une culture française. Paul Melun, enfin franchement, c'est de l'hypocrisie. Il y a une culture française. Les Français sont un peu mais vous paumés. savez, la notion d'identité et de culture française a été tellement maltraitée depuis les années 60, depuis mai 68, depuis les déconstructeurs, où on a dit finalement tout ça n'existe pas. Embrassez le multiculturalisme sur les deux joues. Inspirez-vous des États-Unis d'Amérique. Inspirez-vous de l'Angleterre. Tout ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, il faut revenir là-dessus. Mais ça mérite quand même, pour moi, un débat, et les débats, c'est toujours une bonne chose, parce que on a mis sous le tapis ces notions d'identité, de souveraineté, on en a fait des gros mots, et si aujourd'hui, jusqu'au Premier ministre, qui est plutôt un centriste et un homme modéré, on commence à réouvrir ce débat-là, ça montre quand même que la bataille culturelle dans le pays, elle est en train de changer, et que ceux qui nous disent depuis des décennies qu'il n'y a pas de culture française, justement, sont en train d'être mis en minorité dans ce pays. Moi, je suis plutôt un optimiste sur tout ça. Bon. Je voudrais juste vous faire réagir là, à cette information. Robert Ménard qui s'insurge. Vous avez vu. Robert Ménard qui risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de marier une personne qui faisait l'objet d'une OQTF, qui a eu des problèmes avec la police. Donc comme il a refusé, il n'avait pas le droit de refuser ce mariage, c'est lui qui risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Il pourrait aussi perdre sa place de maire par révocation ministérielle. La boucle est bouclée, Pascal. La boucle est bouclée. C'est le même sujet que ce dont on parlait tout à l'heure avec Monsieur Stefanini. C'est-à-dire on est dans une société kafkaïenne où, à bien des égards, ce sont les lanceurs d'alerte ou les gens qui résistent à l'injustice qui sont condamnés. Et c'est exactement la même dynamique que lorsqu'il y avait eu ces magistrats, vous savez, qui avaient parlé de narco-État, etc., et que c'était eux qui avaient été sanctionnés, alors même qu'ils étaient des lanceurs d'alerte. Donc, si vous voulez, ce serait vécu, à mon avis, comme une grande injustice, et le juge de paix à Béziers, c'est les Biterrois, et c'est à eux de voter pour Monsieur Ménard. C'est surtout invraisemblable. C'est parce qu'il peut refuser quelqu'un de se marier, en tout cas une personne sous OQTF, une personne qui a des problèmes avec la police, une personne, mais qui est très soupçonnable, parce que je connais très bien ce sujet, parce que Robert Ménard m'en avait parlé, de mariage blanc. Et donc, il y a plein de sujets, et encore une fois, on va avoir des juges, il faut le redire, ce sont encore des juges qui, sans doute, vont condamner un maire pour avoir assuré la sécurité de ses concitoyens et de ses administrés. Et une pensée pour les maires qui ont franchement... Non mais c'est un sacerdoce. Être maire en France, c'est les petites communes, notamment des villages. Être maire, même être ministre, quand vous voyez ce qui arrive à Bruno Retailleau aujourd'hui, on voit très bien que aucun élu ou dirigeant politique qui veut vraiment changer les choses, qui veut mettre de la fermeté dans ce pays, il est entravé par le droit. Bon.
Jules Torres, Paul Melun, merci infiniment. On se retrouve dimanche, vous revenez ? Avec joie. Avec joie et avec plaisir. Génial. Bon, vous revenez dimanche à 19h. Oui. Bon, c'était un plaisir évidemment de vous avoir dans ce studio. Il est 19h56. Une petite annonce pour les copains d'Europe 1. Tous les week-ends, samedi et dimanche, à 9h moins le quart, sur Europe 1. Julia Vignali vous offre un tête-à-tête avec des personnalités incontournables. Demain, elle reçoit Costa Gavras pour son film Le Dernier Souffle, en salle mercredi prochain, le 12 février. Il recevra un César d'honneur le 28 février prochain, lors de la 50e cérémonie des Césars, à voir en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, et à suivre également sur Europe 1, hein, si vous ne pouvez pas être devant votre écran. Le journal de 20h tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.